Bonjour, nous sommes là pour échanger à propos de l'exposition Extra-City, paysage de l'économie circulaire, qui est organisée par Grégoire Bignet, qui est professeur ici à l'école d'architecture Paris-Val de Seine, et Etcha, qui est un artiste invité par Grégoire Bignet. Donc la question qui se pose ici aujourd'hui, de nombreuses questions se posent à propos de cette exposition. La première est celle de l'enjeu et puis de l'ambition, en fait, qui est de réunir un artiste et un architecte pour réaliser une exposition artistique. Donc quel sens a cette relation entre l'artiste et l'architecte aujourd'hui? Et on essaiera de comprendre à partir des travaux qui sont présentés et qui seront présentés pendant une dizaine de jours ici. Et nous allons plutôt commencer en essayant de comprendre quel est le contexte et en posant des questions aux deux intervenants ou aux deux interlocuteurs ou aux deux protagonistes de cette exposition pour savoir qui ils sont et pourquoi à un moment donné une exposition émerge comme ça ici à l'école d'architecture, et aussi selon eux qu'est-ce qui dans leur travail en particulier participe à cette relation à l'architecture. Comme on est ici invité par Grégoire Bignet, je vais plutôt d'abord donner la parole à Grégoire pour savoir ce qui l'a poussé dans son travail, à la fois son travail pédagogique peut-être, mais son travail de recherche aussi, puisqu'il est enseignant-chercheur, à inviter aujourd'hui un artiste, et qu'est-ce qui, selon lui, dans ce travail, justement, peut faire sens pour une pratique artistique. Donc je vais lui passer... Merci. Comme vous le savez, depuis un semestre, j'enseigne l'économie circulaire dans ses rapports avec l'architecture, donc au cours d'une huitaine de séances, incluant donc la séance d'aujourd'hui, la visite d'une maison à énergie positive et un travail d'étudiant qui est présenté assez longuement. Tout ce cours est enregistré et sera mis en ligne. Ce cours s'inscrit dans un cours plus général que je pense appeler écologie constructive, qui est une sorte d'oxymore qui demande à être vérifié. Le premier volet de ce cours est quelque chose que vous avez sans doute vu sur Internet ou lu, qui est l'architecture et l'écologie. Voilà. Ce cours sera complété d'un troisième volet, toujours d'un semestre, sur la question de l'énergie. Voilà, je dis ça pour replacer ce cours dans son contexte. Je comptais m'en tenir là jusqu'au jour où j'ai rencontré Etcha, qui m'a expliqué que la dernière exposition qu'il avait faite s'inspirait beaucoup du premier livre, Architecture et écologie. Et donc, nous sommes rencontrés, avons sympathisé et nous avons eu des échanges, un peu comme on a aujourd'hui. Et il m'est venu l'idée, au sujet du deuxième cours, de lui demander si sa production s'inspirait également du deuxième cours. Et il m'a dit qu'il avait déjà acheté ce livre et ses œuvres s'inspiraient du deuxième volet, qui était une sorte de coïncidence en fait. Et là, il m'a semblé extrêmement intéressant de l'inviter à l'école pour qu'il expose son œuvre, qui n'est non pas une illustration de mon cours, mais sa propre interprétation de ce qu'est l'économie circulaire. Et comme c'est ce dont nous avons parlé au cours de ce semestre, il m'a semblé intéressant d'en donner sa propre traduction. Voilà quelle est la genèse, l'organisation, la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. On va poser la même question à Etcha. Peut-être, donc Grégoire vient de parler de cours, mais il parle aussi de livres. Donc il a publié plusieurs ouvrages justement sur cette question de l'économie circulaire, et c'est ça que tu as eu dans les mains. Et peut-être pourrais-tu dire d'où tu viens, retracer un petit peu ta biographie pour que les étudiants sachent comment sont les origines d'un artiste. Et rapidement aussi peut-être dire en deux mots ce qui dans cette lecture de Grégoire Bignet t'inspire et te fait réaliser des travaux comme nous en avons autour de nous ici. Très bien. Non, moi j'ai déjà le... Ah, tu as déjà le micro, pardon. Je suis VIP, donc j'ai... Voilà.
Non, moi, j'ai commencé par le dessin, enfin, pour parler d'artistique, j'ai commencé par le dessin. À l'école du Perret, je faisais des portraits, des natures mortes. Voilà, ça commençait comme ça. Je faisais aussi de la photo en parallèle. Donc ces deux supports m'ont aidé un peu à ce qui arrive maintenant. C'est que je ne pouvais pas me dissocier de la photo et du dessin de la photo. J'aime bien voir les deux, ça fait une matière vivante comme ça, quelque chose de vivant. Et donc voilà, ça s'est intervenu comme ça. Et j'ai commencé la ville, vraiment. Je pense que c'est un parcours d'enfance en fait. Quand j'étais enfant, j'allais dans les chantiers, j'aimais bien voir ça, les chantiers, des choses comme ça. Et ça m'a donné ce goût-là, je pense que ça ne m'a pas quitté depuis. Et la ville, ça a toujours été un facteur intéressant pour moi. Chercher, peut-être aussi parce que je suis métisse, ma mère est française, mon père africain. On a beaucoup voyagé quand j'étais petit, voilà, j'étais dans d'autres pays, en Afrique, après aux Antilles, voilà, on est arrivé après ici. Mais tout ça, ce parcours-là, je pense que ça a influencé beaucoup ce que je fais maintenant. Les couleurs qui ressemblent un peu aux couleurs africaines, voilà, il y a beaucoup de couleurs dans mes tableaux, vous avez remarqué. J'ai vu la jeune fille qui regardait un peu ici, la perspective et tout ça. Donc j'aime bien mettre voilà, des choses... Au début, c'était très plat, mes trucs. Puis je dis, c'est comme la ville. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ressurgit de la ville. Après, j'ai mis des sons. Vous verrez, si vous venez mardi, je mets des sons, des lumières sur les œuvres. Voilà, après, c'était une partie comme ça. Mais après, le parcours, c'est ça, c'est un peu ça. Et donc ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'expose. Mais en parallèle, je suis réceptionniste, je ne fais pas que artiste plasticien. Donc ça demande du temps. Des fois, pendant un an, je ne travaille pas, parce que c'est pas l'usine. Il faut une inspiration, il faut quelque chose qui vous marque. Il faut voyager aussi, j'essaye de voyager quand même. Tout ça, voilà, c'est... Je ne sais pas que je fais des croquis des villes, c'est dans mon esprit que la ville, elle structure en fait. Je prends par exemple Paris, et de Paris, j'essaye de faire une ville à moi. Enfin, une nouvelle ville de Paris peut-être. Là, sur devant, vous avez New York. Donc c'est New York. C'est un New York reconstitué. Même si les bâtiments sont tels quels à New York, mais j'ai rajouté des éléments qui font que c'est un autre New York. Il y a Miami aussi qui est pareil. Voilà, donc ça, vous voyagez dans des villes à travers le monde, sans bouger. C'est pas mal quand même, je trouve. Merci. Alors, l'expo s'appelle, je redis, Paysages de l'économie circulaire. Donc, on a bien compris que les paysages, c'est Etcha qui les réalise. Ce sont des paysages urbains, des paysages vus du ciel, en général. C'est comme des cartographies urbaines, mais qui sont tridimensionnelles, puisque des objets ont été ramenés dessus, plus des photographies. Enfin, il y a de la perspective qui rentre dans ce travail. Donc, les paysages, c'est le fait de Etcha. Et l'économie circulaire, en revanche, qui est une notion qui est complexe. Paysage, je crois que vous savez tous plus ou moins ce que c'est que le paysage. L'économie circulaire, en revanche, c'est quand même quelque chose de plus complexe. Et ce serait intéressant que Grégoire, quand même, en quelques mots, retrace cette idée d'économie circulaire. Et peut-être que dans ton explication, on réussira à comprendre les éléments qui ont inspiré Etcha. Peut-être des éléments clés, c'est peut-être des concepts, c'est peut-être des formes. Qu'est-ce qui, dans tes définitions de l'économie circulaire, nous permettrait de comprendre comment un artiste s'empare de ce texte ? Alors je vous rassure, je ne vais pas vous refaire le cours sur l'économie circulaire. Je vais juste, pour Martine, qui semble un peu moins au fait que vous de l'économie circulaire, lui donner quelques notions très rapidement, en moins de 2 minutes. Pour l'avoir étudiée, il m'a semblé qu'elle pouvait se fonder sur 3 procédés ou processus, si on veut, qui sont bien connus, notamment des industriels. D'abord l'écologie industrielle. Bon, c'est donc la façon d'organiser le territoire industriel en minimisant les infrastructures, c'est-à-dire avec des distances les plus courtes possibles, et en maximisant les échanges possibles entre différentes entités industrielles, et par extension, de postuler que ces entités industrielles peuvent être aussi des entités urbaines au sens où nous l'entendons, architectes, c'est-à-dire des bâtiments, des quartiers. Et la première hypothèse que nous avons formulée, c'est de dire que la biosphère pouvait également participer de ces échanges, non pas d'être le cadre de ces échanges, mais interagir directement avec dans ces échanges sous la forme de séquences. Première hypothèse d'un premier volet. Le deuxième, le recyclage.
en généralisant la question du recyclage, le renouveau, la renaissance, le réaménagement, la réaffectation, la restauration, la réhabilitation, tout ce qu'on vous enseigne dans l'école, mais essayer de la théoriser suffisamment pour pouvoir, avec l'écologie industrielle, former ce qu'on pourrait appeler une architecture circulaire. Et le troisième volet de l'économie circulaire, c'est une forme d'économie qui se rapproche de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Parce que cette forme permettrait d'assembler entre elles les architectures circulaires pour éviter, là encore, d'une part, d'avoir des infrastructures trop lourdes qui constitueraient la ville, notamment les villes en cours de construction ou en voie de développement, et puis dans le temps aussi, de pouvoir avoir des échanges, comme je disais, les futurs bâtiments, nos bâtiments sont les mines des futurs bâtiments à venir. Et ça, c'est assez radicalement nouveau. Voilà, en quelques mots, si on peut résumer, non pas ce qu'est l'économie circulaire, mais ce que moi j'ai analysé, et notamment à destination des architectes. Je l'ai donc écrit, et ce sont ces processus-là qui ont tout inspiré Etcha. Moi, je dirais peut-être à la fin dans quelles œuvres je peux retrouver ce genre de choses. Ce que je voulais simplement dire, c'est que de la même manière que l'économie circulaire, je n'ai pas la prétention d'instituer une définition de l'économie circulaire. De la même manière, il ne faut pas imaginer que Etcha a eu pour objectif d'illustrer ce que serait l'économie circulaire. Mais de reprendre, j'allais dire, comme le fait un artiste simplement par des procédés qui lui appartiennent, de reprendre certains éléments et de voir comment ils peuvent s'inscrire dans une œuvre plus large que simplement une approche théorique d'un architecte. Voilà. Et je pense que le mieux, c'est de lui poser la question, il me semble. Donc tu réponds, moi personnellement, dans ce que fait Etcha, il y a au moins deux notions dont tu viens de parler qui me paraissent évidentes et qui sont très présentes dans les différents travaux. C'est la question du paysage de l'industrie. Ça me paraît... c'est-à-dire qu'on voit des paysages en construction, on voit des paysages en chantier, on voit des machines, on voit vraiment quelque chose qui se construit. Et la deuxième chose, c'est... la question du recyclage. Alors la question du recyclage, c'est absolument évident puisque les matériaux même que tu utilises pour réaliser les volumes ou les structures sont tous visiblement des matériaux trouvés, des matériaux que tu glanes à droite et à gauche. Donc il me semble que là, on est déjà dans une forme de relation où tu empruntes... disons, je ne pense pas que tu empruntes quoi que ce soit parce qu'il ne me semble pas que dans la relation architecture, l'artiste soit dépendant ou l'architecte soit dépendant, chacun totalement son autonomie, mais il me semble qu'à un moment donné, les deux domaines, les deux mondes ou les deux démarches peuvent se rejoindre sur des notions ou sur des formes. Donc là, on pourrait dire effectivement paysage industriel et on pourrait dire aussi recyclage. Donc je te passe la parole sur cette question. Enfin, le plus difficile, ça a été quand on s'est rencontré avec Grégoire, économie circulaire. Bon, voilà. S'il m'avait parlé de ville, il parle de la ville, d'accord, mais après l'écologie plus l'économie circulaire, j'étais dans le vague, je ne savais pas comment... Comme il dit, ce n'est pas une illustration, l'illustration, il y a le texte et l'illustration, c'est pas ça. Donc chercher comment l'économie circulaire pouvait, à travers mes tableaux, mes œuvres, pouvait parler de l'économie circulaire. Et là, j'ai pris l'élément l'eau. Pour moi, l'eau est primordiale dans une ville, en fait. S'il y a de l'eau, bien sûr, mais bon, prenez un port du Havre ou un port de n'importe quelle ville, il y a toujours une influence d'économie circulaire dedans. C'est-à-dire qu'il y a un échange entre tout ce qui est naval et terrestre, on va dire. Voilà, donc il y a cet échange de personnes, d'humanité qui m'a vraiment inspiré, quoi. L'humain dans ce rôle d'économie circulaire est très, très important, je pense. Donc après, pour illustrer ça en tableau, par exemple celui-là, vous voyez qu'il y a de l'eau, il y a une transformation, une espèce... Pour ça j'ai appelé ça émulsion urbaine, parce que c'est comme... L'émulsion photographique, c'est une transformation de la photo. Vous trempez dans un bain, vous connaissez un petit peu ça quand même, je pense. Oui ou non? Oui. Donc voilà. Et ça, c'est un peu comme une photo, c'est émulsion, donc ça se transforme, ça va prendre un autre aspect voilà, donc c'était ça en fait. Et ça, c'est fait sous verre.
Donc il y a c'est mieux pour travailler la transformation. Donc il y a une rivière, il y a la rivière il y a la terre rouge, enfin, c'est ça. Ça fait un peu. Est-ce que tu peux parler de la question du recyclage et des du matériaux recyclage, trouvés pardon, aussi? oui, non, mais aussi, puisque oui, voilà, tout à fait. Oui. L'eau est un élément très important. Là, vous ne voyez pas trop, à part la pièce de monnaie. Bon, voilà, mais sur les j'ai éléments joué avec ça. donc de recyclage, les éléments trouvés. De recyclage, parce ouais, après, il y a des cartes mères d'ordinateur. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va aller dans la rue et chercher dans les trucs. Je peux regarder des panneaux qui m'intéressent, je les prends. Mais après, tout ce qui est un peu les petits éléments, je les avais déjà chez moi. Vous savez, on a des éléments comme ça chez nous, on jette. On dit, voilà, mes mains. Donc, si vous avez des choses, vous me les donnez. Non. Et donc, du coup, tous ces éléments, je les ai récupérés, cartes d'ordinateur, des bouteilles de parfum. Donc, les bouteilles de parfum font des bâtiments, si vous voyez bien. Bâtiments en verre. Après, moi, je peux construire aussi des bâtiments. Moi, je peux prendre, par exemple, un élément de ceinture, et ça fait une façade du bâtiment. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui me viennent en tête. Et la récupération d'objets, ouais, elle est là, quoi. Enfin, il y a des piles, il y a plein de choses qui font que... Qu'est-ce qu'il y a encore enfin, si vous avez vu, il y a même des stylos, il y a des... si vous avez bien regardé les œuvres, il y a plein de choses, des petits éléments. Parce que je voulais travailler, en fait, le très petit, en fait. Des petites villes comme ça on a une vision plus grande, en fait, de la petite ville. Et donc, dans les objets que tu rapportes, donc qui sont recyclés, c'est-à-dire ils changent vraiment de monde, ils viennent d'un univers et ils rentrent dans l'univers de l'art. Donc, est-ce qu'il suffit de les dresser, de les mettre à la verticale pour que ça fasse architecture? Bonne question. Je serais incapable de répondre à cette question, qui est vraiment une question difficile. Si. Non, mais parce que non, mais après je réfléchis. Ouais. Alors, pendant que je vais ajouter quelque chose sur l'eau, que tu as dit, je te laisse réfléchir. Sur l'eau, c'est vraiment l'illustration de ce que j'ai pu dire tout à l'heure. C'est bien l'eau, la rivière, un rivage. C'est bien une séquence de la biosphère. C'est-à-dire que la biosphère ne peut pas se réduire, même au bord de la mer, au bord de la mer. Bon. C'est un des éléments qui constitue un biotope. L'eau me paraît important dans l'époque dans laquelle on est, parce que les rivages, parce que on se trouve entre terre et mer, entre deux milieux qui sont très différents, qui fonctionnent de manière différente, mais qui recèlent des enjeux qui sont au moins aussi importants. Vous savez, par exemple, sur l'eau, la question du 7e ou 6e continent en plastique, la question de la pêche, la question de l'élévation du niveau de la mer, et puis sur la terre, tout ce dont on a parlé, évidemment. Et donc, je trouve que prendre l'eau comme un des éléments, une des séquences qui rentre dans l'économie circulaire m'a paru particulièrement pertinente dans le travail d'Etcha. Je termine sur ce sujet en disant que entre terre et mer, tous les ports constituent pour moi une ligne de front dans la mesure où ils sont à l'interface entre ces deux mondes-là, et que je pense que comment pourrait-on dire, pas les solutions, mais des tentatives de mise en économie circulaire de certains territoires viendront probablement de ces territoires-là. On a beaucoup parlé du port du Havre ensemble. On peut parler du port de Shanghai aussi, qui depuis 2015 a une politique en termes d'économie circulaire affichée. Et j'ai appris qu'il existait une association des baies et des ports du monde entier qui doivent certainement avoir des choses extrêmement intéressantes à se dire et à nous dire. Voilà. Maintenant, en espérant qu'Etcha ait profité de cette petite parenthèse pour répondre à cette difficile question de Martine. Oui, non, c'était plus... Moi, je jouais plus avec la perspective, en fait, quand je les... J'aime bien que les gens, ils voient comme si ils étaient en haut d'un bâtiment. C'est pour ça que j'ai fait des volumes comme ça, en fait. Depuis que j'étais à New York, en fait, j'imagine toujours le bâtiment qu'on voit au-dessus. Je crois qu'on voit mieux la ville au-dessus qu'en bas. Mais c'est ça, en fait, c'était ça le but. Et après, ce qui était intéressant, c'est de faire en petit. C'est ça qui m'a intéressé le plus. Parce que c'était des gros volumes au départ. Et faire le petit comme ça, même celui-là, c'était très intéressant pour moi. Parce que c'était voir une ville autrement, vraiment au-dessus, quoi. Comme dans un avion.
Oui, c'est des villes, moi je pense que ça parle aux étudiants, parce que quand même les projets d'urbanisme ou les plans d'urbanisme, les photos aériennes, les photos Google et tous les tracés, on les connaît et c'est vrai que c'est ce même mode de représentation vu de loin. Sinon, je voulais peut-être aussi, parce que les étudiants peut-être me connaissent pas, et donc là on me présente sous forme de Martine, mais je m'appelle Martine Bouchier. Je fais partie du laboratoire de recherche CRH, ici à l'école, Centre de recherche sur l'habitat. Et moi, personnellement, je travaille sur les questions d'esthétique, d'art et d'esthétique et de culture dans la ville. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a pas mal de temps, une vingtaine, un peu moins une quinzaine d'années, j'ai publié un livre qui s'appelle « L'art n'est pas l'architecture ». Et dans cet ouvrage, j'interrogeais les relations entre les artistes et les architectes. Et je me suis posé la question de savoir comment se passent ces relations. En fait, quand j'ai écrit le livre, c'était dans les années 2000, il y avait un très très fort engouement de la part des architectes d'une part, mais aussi de la part des artistes pour les formes architecturales. Alors on trouvait des artistes qui reprenaient des notions, des concepts architecturaux. Ils reprenaient littéralement des formes prises à l'architecture, dont faisaient des œuvres d'art à partir d'une porte, à partir d'une fenêtre, à partir d'un escalier, à partir de modules répétés formant comme des carrelages, en prenant des panneaux de façade. Donc l'emprunt de composants de l'architecture était extrêmement présent. Il y avait pas mal d'artistes aussi à cette époque qui construisaient des cabanes. Alors là, on était plutôt dans une architecture de l'enfance, des cabanes dans les arbres, des cabanes dans la forêt, faites de morceaux de bois, enfin des tentes, des igloos, pas mal de choses comme des habitacles. D'autres artistes aussi fabriquaient à l'intérieur des musées des pièces entières, des chambres dans lesquelles on pouvait rentrer et on pouvait avoir vraiment l'expérience de rentrer dans une architecture d'une pièce, comme on pourrait en avoir une dans sa propre maison, sauf qu'on était dans un musée et que l'expérience donc était tout à fait différente. Donc ces relations étaient donc très formelles, mais il y a eu aussi dans les relations à l'architecture l'idée du projet même, c'est-à-dire des artistes qui à un moment donné ne se reconnaissent pas dans la notion d'artiste inspiré qui va créer, on ne sait pas trop d'où va venir cette inspiration, mais qui mettent en place réellement des processus de projet, comme les architectes mettent en place des processus de projet, à partir d'un contexte préalable qu'ils choisissent. Dans les écoles, on vous donne un contexte, on vous donne un site, on vous donne des plans, on vous donne une idée, une notion sur laquelle vous allez travailler. Donc des artistes ont travaillé comme ça, et ils mettent en œuvre ensuite tout un processus continu de développement de leur œuvre au fur et à mesure de leur travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une inspiration qui vient comme ça, l'œuvre sort au fur et à mesure du travail qui est en train de se faire. Donc ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. Et puis, dans cette relation artiste-architecte, il y avait aussi la question de la collaboration directe entre des artistes et des architectes. Il y a eu des époques, aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup d'artistes collaborent directement avec des architectes, mais il y a eu des moments où des artistes étaient impliqués directement dans des processus de conception architecturale, dans des agences, au moment même du démarrage du projet, où à très grande échelle, et notamment à l'échelle du territoire, des artistes étaient conviés à donner une idée sur une organisation de ville, et je pense notamment à Dany Caravane à Cergy-Pontoise, dont l'œuvre qui s'appelle l'Axe majeur, qui est un axe très 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 important, qui a servi d'axe de base à la structuration de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. C'est le tracé d'un artiste au départ, qui décide que l'axe sera, bien sûr avec des discussions, il n'était pas tout seul à décider, mais c'est son tracé, avec une certaine orientation, avec une certaine distance, avec une relation à l'axe parisien, qui a servi d'épine dorsale pour le développement de la ville de Cergy-Pontoise. Là, aujourd'hui, on est très très loin de ça, et ça fait presque partie des utopies de penser qu'un artiste pourrait générer, enfin être à l'origine comme ça, ou du tracé d'une ville nouvelle. Et donc voilà, cette histoire des relations à l'architecture, on peut en parler au XXe siècle, mais elle a évidemment existé bien avant, et notamment sur la question du corps, hein.
puisque j'aborde la notion du corps, parce que tout à l'heure, dans une discussion avec Etcha, il nous a dit que le corps était pour lui un élément très important. Et je rappellerai que le corps, déjà dans la théorie architecturale de Vitruve, hein, le corps de l'homme est un élément permettant de donner la mesure à des architectures. Ça a été repris après par le classicisme et le néoclassicisme, c'est-à-dire, et le Corbusier aussi, avec le modulor. La stature de l'homme, verticale, avec son envergure, avec ses différentes proportions, pouvait servir à élaborer des architectures adaptées à la figure humaine et à la stature humaine. Et donc, ce serait intéressant d'entendre Etcha nous dire comment le corps chez lui parle, puisqu'il nous a dit que le corps avait une grande importance. Oui, très important. Au début de mes œuvres, il n'y avait pas de corps, en fait. C'était des villes, voilà. Et je me suis dit, la ville, quand même, c'est quelque chose de vivant. Tu devrais mettre un truc vivant. Alors j'ai rajouté des sons, des lumières. Ça ne suffisait pas après. Et je me suis dit, mais il y a quand même des gens dans la ville, des habitants. Donc j'ai mis des petites figurines, vous connaissez les petites figurines, mais là ils sont en couleur, donc ça donne... Et dès que j'ai mis ça, la proportion de l'œuvre n'était pas la même en fait. J'ai une œuvre là, Miami, et j'ai rajouté des figurines sur les bâtiments, enfin, comme s'ils se promenaient dans la rue, et tout de suite ça a donné une ampleur. Et après ça, le concept a été que je me suis dit, mais le squelette est même c'est une architecture, parce que voilà, on est fait d'os comme ça, qui sont reliés entre eux. Ça fait partie de l'économie circulaire, parce que c'est un échange, tout est lié en fait. Je sais pas, il y a une structure dans le corps humain qui fait que c'est une architecture. Je sais pas quel architecte a fait ça, mais on est bien bâti. Et l'humanité dans ce que je fais, l'humain qui est dans mes œuvres, il est très important maintenant. Mais ça fait pas très longtemps, j'avoue que. J'y pensais pas, et tout au long de monter l'exposition, je me suis dit, ouais, c'est le corps humain qui fait qu'il y a une architecture. La métaphore du corps dans le langage même de la ville est présente. Ouais. On parle des artères, on parle du cœur de la ville, on peut parler d'un jardin comme d'un poumon vert. Enfin, je pense que vraiment cette métaphore a toujours été très très présente. Donc là, toi tu en parles de deux manières, la question du corps, à la fois selon cette métaphore et cette idée d'une organisation du corps avec la tête pensante, ouais. les membres. On devrait penser comme ça, oui. Un architecte devrait penser comme ça. Oui, oui. Oui. Et à la fois comme le corps humain faisant échelle, donne l'échelle à l'ensemble. Tout à fait. Voilà. Et ça, dans tes projets sur New York, je pense que l'histoire du corps aussi est l'homme debout. Donc l'homme debout, le petit personnage qui va donner l'échelle. Alors ça, les étudiants, ils connaissent ça parfaitement, puisque dans leur rendu, en général, dans leur représentation, à la fois dans les coupes ou dans les perspectives, vous mettez toujours l'échelle. Enfin, il y a un moment donné, à la fin, où on met en place un personnage de façon à donner cette échelle et à animer et à rendre à l'humain ce qui lui est destiné. On va passer la parole à Grégoire. Il a sans doute plein de choses à dire sur cette question de l'humain présent dans l'architecture et dans les villes. J'avais deux remarques à faire sur ce que vous avez dit. D'abord, sur cette histoire d'axe majeur. Ça rejoint une discussion que nous avons eue dans le studio avec Claire Bailly. Et je sais qu'il y en a un certain nombre qui sont ici, là. Les remarques que faisait Hugo pour savoir si la ligne qui traversait le terrain que Claire suggérait d'appuyer, sur laquelle Claire suggérait d'appuyer votre travail, est une décision arbitraire, voire inutile dans le projet. Et il suggérait de revenir sur un système de projetation empirique qui lui permet de décider d'implanter les bâtiments, par exemple là plutôt qu'ici, selon son appréciation personnelle. Donc cette discussion, je ne la reprends pas, on l'a déjà eue ensemble. L'axe majeur, c'est exactement ça. C'est finalement un prétexte initié par un artiste pour développer une ville. Est-ce que cet axe est artificiel ou pas, ou inutile ou pas ? Il faudrait un peu plus de recul pour savoir si ça l'est ou pas. Mais c'est pas plus arbitraire, à mon avis, que l'arbitraire que les architectes se donnent quand ils projettent sur un site. Première remarque. Deuxième remarque sur le vivant dans la ville. Là aussi, le vivant, les séquences de la biosphère sont une partie du vivant. Et
l'enjeu que nous avons, nous, maintenant, architectes, est de faire des villes, alors je vais dire un truc très bateau, mais pour illustrer le propos, où l'homme, où l'humain est au cœur des préoccupations. Tout à l'heure, Etcha, on est revenu, on a déjeuné dans le quartier, et il m'a dit qu'il détestait ce quartier parce qu'il ne voyait pas où était l'homme dans ce quartier, où était son échelle, et que les bâtiments qui nous entouraient ne semblaient pas être des bâtiments, comment dirais-je, propres à abriter l'homme. Ce jugement lui appartient, mais en tout cas, nous, au XXIe siècle, en tant qu'architectes, nous avons l'obligation d'intégrer ces questions du vivant dans la ville. Quand je dis intégrer les questions du vivant, c'est intégrer dans une économie urbaine qui permette d'affronter les questions liées au vivant. La biodiversité, les ressources agricoles, quelques d'autres, tout ce qui est le mouvement, l'acte d'habiter, évidemment, au sens heideggérien du terme. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé dans les recherches d'Etcha, et notamment les remarques qu'il a faites sur l'échelle de ces personnages, c'est la représentation de l'intégration du vivant dans l'idée qu'il a de la ville. Ça m'a paru extrêmement essentiel, et en tout cas, c'est vraiment un des arguments importants qui milite pour une économie circulaire telle que Etcha la représente. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, merci. Je vais rebondir sur la question des tracés pour revenir à la question de la ligne dont tu parlais. C'est très intéressant cette question de la ligne. D'ailleurs, certains artistes du land art, et je citerai peut-être juste Richard Long, peut-être que vous connaissez un artiste anglais qui s'est fait connaître je crois que c'était en 1967, par simplement une ligne tracée dans un champ, et il avait tracé cette ligne simplement par des allers-retours de ses pieds qui foulaient l'herbe, et à force de fouler l'herbe, un petit peu comme les animaux qui font des tracés dans la campagne, où on voit à force des passages se fabriquer un chemin. Donc il avait fabriqué comme ça une œuvre uniquement à partir de son corps et à partir de la trace de son corps qui passe, et ça c'était vraiment à l'époque une avancée, quelque chose d'extrêmement innovant, de dire une œuvre se fabriquera uniquement, non pas donc avec un outil de sculpteur ou avec un outil de peintre, mais simplement avec le corps qui passe et qui marque son passage, et qui au bout d'un moment va disparaître puisque l'herbe va se relever. Donc ces traces en art, donc dans le land art, les tracés ont été tout à fait fondamentaux. Et puis dans la construction des villes, dans l'urbanisme des villes, on peut quand même rappeler que les villes romaines étaient construites à partir de Cardo Decumanus. C'était vraiment un tracé en croix qui permettait de mesurer le territoire, de mettre un point à un moment donné permettant d'organiser et de mesurer le territoire à partir de ce point donné et à partir de ces lignes. Et les lignes qui peuvent s'étendre très très loin, comme par exemple la ligne de Danny Caravan, peuvent être des instruments justement de domination ou de contrôle ou de mesure d'un territoire. En tout cas, c'est un élément à partir duquel des repères évidents peuvent se mettre en place. Alors, sur les œuvres d'Etcha, la ligne, comme vous pouvez le voir, est extrêmement présente. La grille est très très présente. Le quadrillage est très très présent. Donc, peut-être peux-tu nous parler un petit peu de ces tracés. Et les tracés, c'est plus au point de vue photographique. Imagine comme si c'était un appareil photo. Et donc, je cadre à chaque fois. C'est ça qui est venu comme ça, les traits. On m'appelle Trayman, mais après, c'est une façon de dire que ouais, mais c'est vrai que voilà, c'est plus des cadrages de photos. Tu veux dire que dans chacun des cadres dessinés, tout à fait. tu refabriques quelque chose. C'est une manière pour toi de fabriquer effectivement. Après, on voit des focus. Dans un tableau, il y a plusieurs photos. D'accord. Là, par exemple, il y a 3 photos alignées. Voilà. Je joue beaucoup avec ça, avec l'élément photographique, et après j'essaie de mettre des choses plastiques dessus. Alors en même temps, ça c'est une technique donc de peintre pour travailler le global et le détail, mais en même temps, ces tracés renvoient au tracé pour ce grand paysage qui est sur l'affiche territoriale, au tracé territorial, ou au tracé de ville. Plus un territoire. Plus le territoire, le tracé territorial. D'accord. Cadastral. C'est attendu, c'est plus étendu, et je trouve que l'idée d'économie circulaire, elle est là, quoi. C'est le territoire pour moi. C'est le territoire qui est pris en compte. L'économie circulaire est plus territoire que ville, moi. Je trouve. Après, c'est mon point de vue, mais on obtient plus
dans un territoire, parce que c'est plus petit, à une échelle plus petite, donc les gens peuvent échanger comme ça des choses dans l'économie circulaire, mais la ville, c'est plus exponentiel, donc c'est un peu plus difficile. En Paris, je connais quoi d'économie circulaire, enfin je sais pas, après j'ai pas entendu... Alors j'ai entendu dire qu'il y avait des tentatives, initiées notamment par la ville de Paris et la RATP, de réfléchir sur ces questions d'économie circulaire à Paris. Bon. Alors moi je suis allé à la journée d'introduction et effectivement j'ai vu cet écueil. C'est une chose qui dans nos villes paraît difficile à instaurer. D'un autre côté, c'est ce tableau, quand je t'ai connu, qui m'a le plus frappé. Parce que là, on voit vraiment, effectivement, la question du mouvement, du vivant dans un territoire. Bon. Si je dis ça, c'est que tu parles souvent de ville, mais là, on est plutôt à l'échelle du territoire, de ce qui semble être représenté, le paysage, oui, tout à fait. Je crois que dans la situation actuelle où il y a certes la métropole, l'hypermétropole, et puis le désert qu'elle nous prépare, il y a quand même un interville en quelque sorte, et dans lequel là l'économie circulaire pourrait tout à fait s'instituer peut-être beaucoup plus facilement que dans la ville. Bon. J'ai dans mon livre pris par exemple deux territoires, enfin en exemple deux territoires, le quartier des Batignolles qui se construit à l'heure actuelle, qui nous prépare une des plus hautes densités urbaines du monde, et le quartier, un territoire, celui de Montmorency qui est à 12 km à vol d'oiseau. Donc là, tu parlais de l'axe majeur, on est dans ces échelles-là, c'est une dizaine de kilomètres. Bon. Et qui est quelque chose qui est radicalement différent. Mais les deux ont un statut de ville, pour le quartier des Batignolles, et puis pour Montmorency, plutôt la banlieue, c'est pas le terme, une ville périphérique autour de cette polarité parisienne. Et de travailler sur ces deux extrêmes permet effectivement de comprendre comment l'économie circulaire peut se traduire dans un milieu hyper dense et dans un milieu qui l'est beaucoup moins. Il est clair que pour le moment, il est quand même plus aisé de réfléchir au milieu suburbain qu'à l'hypercentre d'une ville. Mais il y a des... Ça existe, oui, ça existe. Oui, il y a des choses intéressantes qui se font à ce sujet. Merci. Alors, j'ai vu que Etcha a amené un livre d'un autre personnage qui n'est pas Grégoire Bignet, mais qui est Thierry Pacaud, et qui s'intitule Un philosophe en ville. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots pourquoi ce livre t'intéresse et pourquoi tu l'as amené? Puisque si tu l'as amené, c'est bien parce que en préparation de cette discussion. Tout à fait. Le philosophe, il se questionne, il prend du recul. Donc j'aime bien cette idée de... Moi, j'aime bien les philosophes parce qu'ils... Pas tous, mais ils prennent du recul comment ils vivent, en fait, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font. Et j'aimerais bien que les personnes, les gens qui habitent dans les grandes villes prennent ce recul-là, mais c'est pas gagné. Mais c'est pour ça que ce livre-là m'a vraiment intéressé, parce qu'il s'interroge sur la ville. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent sur l'urbanisme en tant que philosophe. Donc il s'est questionné sur les questions sociales, sociétales, comment les gens réagissent dans la ville, comment ils vivent. Voilà, donc leur statut social, plein de choses comme ça. Ça m'a beaucoup inspiré par rapport au livre de Grégoire. J'étais obligé de lire des livres, parce que moi je connaissais rien. Je connais un peu l'architecture parce que je m'intéresse beaucoup à ça. Mais après, j'ai suivi ses cours sur master qu'il a fait sur Internet. Ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Et là, j'ai après développé mes connaissances en lisant justement Thierry Pacaud. Après, il y en a d'autres. Archer sur... Métapolis, ça c'était une utopie aussi, c'est pas mal parce que j'aime bien les gens qui cherchent des solutions, qui font des recherches. J'aime bien les chercheurs. Peut-être après l'architecte, ce sera peut-être les chercheurs qui vont m'intéresser. J'aime bien que la discipline que je fais ait un aspect qui donne quelque chose à une autre discipline. Là, c'est l'architecture, non. Je suis vraiment content. C'était toujours dans ma logique d'être artiste. Pas lancer un message, parce que j'aime pas ce mot-là, mais qui est un retour par rapport aux gens qui regardent. Pas juste regarder un pot de fleurs et être content de ce qu'on a vu, mais là, se questionner. J'aime bien les artistes qui se questionnent sur des choses, en fait. Comme l'art conceptuel, comme tout à l'heure qu'elle disait Martine. Une ligne, et puis voilà, il y a une interrogation, et les gens sont interrogés, et le truc a eu lieu, donc ça, c'est fantastique, quoi.
Oui, très bien. Donc la philosophie et la théorie t'inspire, mais on ne peut pas véritablement savoir comment ça fonctionne, quoi. Moi, j'aurais envie de comprendre quel mécanisme dans ta tête, mais c'est impossible. Comment ça marche? C'est-à-dire, il lit des livres de philosophie ou d'urbanisme. Thierry Pacaud, c'est quand même un philosophe de l'urbain qui est connu, qui a écrit beaucoup de choses tout à fait passionnantes. Il travaille vraiment sur le contemporain et sur la ville contemporaine. Grégoire Bignet, sur ses ouvrages sur l'économie circulaire, c'est quand même quelque chose d'hyper spécifiques aussi, qui a priori ne font pas naître d'images, ne font pas naître de couleurs quand on les lit. Enfin, on s'interroge sur la société, on s'interroge sur l'écologie, on s'interroge sur le monde, mais on s'interroge pas d'un point de vue esthétique quand on les lit. Et donc, c'est ça qui est étonnant, que chez toi, ça produit des œuvres d'art, et je me demande quelle cuisine se passe dans ta tête pour que ça sorte comme ça, à partir de tous les matériaux. Mais est-ce que tu peux en dire 2 mots ou c'est impossible? Non, c'est toujours possible. Un artiste ne doit pas être bloqué sur des choses. Justement, il faut s'ouvrir au public, s'ouvrir aux personnes qui regardent vos œuvres. C'est pas secret à être artiste. Non, l'inspiration, comment dire, il y a l'eau. Je pense que c'est l'eau qui a fait tout, en fait. C'est l'eau, ouais. C'est l'eau c'est l'élément. Il fallait prendre un élément, en fait, pour commencer le travail. Moi, je faisais des choses avant que je rencontre Grégoire. Voilà, mais c'est l'eau qui a vraiment impulsé le travail, en fait. Je pense que c'est ça. Est-ce que la notion d'écologie t'inspire? Beaucoup plus, encore plus. Enfin, moi, j'étais jamais quelqu'un qui... Je fais attention à ce que je mets dans les poubelles, des choses comme ça. J'aime beaucoup la nature, donc je peux pas être sale dans mes... Je peux pas être quelqu'un qui pollue quelque chose. Enfin, déjà, il y a ça. Et après, pour les œuvres, plus je lis des livres, c'est vrai que ça m'inspire beaucoup aussi, ça. Parce que j'étudie tout ce qui est écologie, je vais m'inscrire là dans une association environnementale où j'habite à Poissy. Donc voilà, ça on ne peut pas rester là comme ça, assis, et regarder le monde s'évaporer sous nos yeux. C'est impossible pour moi, ça. Même si on n'est pas politique ou syndicat, ça c'est un autre truc, mais déjà l'artiste, je pense qu'il a son rôle à jouer, quoi, ça. Sans avoir un message politique, ou moi je veux parler, je sais pas, d'autres choses, mais je pense qu'il faut qu'il rende quelque chose, l'artiste. Il ne peut pas être comme ça et dessiner, quoi. C'est impossible. D'accord, et alors ces préoccupations, elles se traduisent dans la couleur, parce qu'on n'a pas parlé de la couleur, mais elle est extrêmement présente dans ton travail, c'est très riche en couleurs. Donc peut-être peux-tu parler un petit peu de cette couleur, de ces couleurs? Est-ce que ces couleurs se réfèrent à ces questions d'eau, d'environnement, de nature? Est-ce qu'il y a vraiment une... Oui, quand même, il y a une polarité qui fait... Il y a une polarité. Oui, parce que c'est... Bon, après c'est tout bête, mais quand il y a le vert, ça représente les plaines, la forêt, le rouge c'est la terre, comme ça. Mais j'ai toujours essayé de faire quelque chose en noir et blanc, j'ai jamais réussi. J'avais commencé en noir et blanc, puis après ça va être deux couleurs, 3 couleurs, puis tout un truc qui prend en couleur en fait. Donc ça... Mais oui, la couleur vient parce que c'est les éléments de la nature qui font qu'il y a une couleur qui arrive en fait. Mais moi je suis en couleur, j'arrive à opposer les couleurs, c'est ça qui m'intéresse. J'aime bien les aplats de couleurs et jouer avec en fait. Je joue beaucoup avec les couleurs. Avant de penser du projet ou choses comme ça, mais il y a toujours ces aplats de couleurs qui m'intéressent, ces interactions entre les couleurs, ça donne un dynamisme en fait, c'est ça qui m'intéresse. Si vous regardez des pixels dans une photo, il y a plein de couleurs comme ça, c'est ça qui me fascine. Les aplats m'intéressent beaucoup. Yves Klein, quand il faisait un aplat de bleu, vous allez demander pourquoi il fait un aplat de bleu. Mais le bleu de Klein, je ne sais pas, quand vous regardez, même si c'est... il y a une réverbération. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose. Et une profondeur. Une profondeur. Soulage, c'est pareil, il y a une profondeur, même si c'est des trucs noir et blanc, mais il a joué avec la lumière. De toute façon, la lumière, la couleur se fait par la lumière. Sinon, il n'y a pas de couleur. Je pense. Enfin, Je voulais rebondir sur une chose que tu as dit qui me paraît importante, y compris pour nos étudiants. Parce que nos étudiants, dans 2 ans, vont construire le monde. Donc, il y a une chose qui, il me semble, était très interpellante dans ce que tu as dit. Tu as dit, moi, en tant qu'artiste, aujourd'hui, je ne me vois pas ne pas affronter cette question de l'écologie. Bon. Alors, c'est ça qui nous a sans doute réunis, parce que c'est la raison pour laquelle moi, non seulement j'écris ces livres, je fais cet enseignement, mais pour lequel j'ai choisi ce métier. C'est pour des raisons écologiques. Voilà. Au départ, pas très réjouissante, en me disant tout ce que je vois est dramatique et je vais jouer les pompiers, je vais déplacer les bassines. Bon.
Maintenant, heureusement, Martine disait que mes livres n'étaient pas illustrés, et effectivement, on gagne fortement à en avoir une transcription picturale par ton œuvre. Alors, c'est pas tout à fait exact, parce que comme moi je suis architecte et je construis par ailleurs, j'ai mis quand même quelques-uns de mes projets dans mes livres, et d'autres aussi. Si je dis ça, c'est que la première de mes motivations pour écrire ces livres, c'est même pas pour mes étudiants, c'est pour moi-même. C'est-à-dire, d'abord, au début, je l'ai écrit pour moi-même, pour savoir pourquoi je faisais ce métier et comment je pouvais le faire. Et quelqu'un m'a dit un jour, ah ben c'est bien ce que tu fais, ça doit t'aider. Moi, au départ, je me suis dit, on écrit des livres pour aider les autres, mais non, en fait, c'est moi que ça a aidé. Bien sûr. Et il y a eu, dans ma production architecturale, ça fait une vingtaine d'années, maintenant 25 ans que je suis architecte, en tant que libéral, il y a eu une énorme évolution entre mes premiers projets et les projets les plus récents. Mes premiers projets étaient, même si, encore une fois, je souhaitais qu'ils aient cette dimension écologique, étaient comment on fait. Et les derniers sont radicalement différents, et tu parlais de couleurs. Autant les premiers étaient très monochromes, en quelque sorte, autant là, les derniers sont comme tes tableaux. C'est une débauche de couleurs, une débauche de couleurs. Voilà. Alors, pas chaque projet, mais si tu les mets ensemble, tu t'aperçois qu'il y en a un jaune, un rouge, un vert, un bleu. D'accord. Et donc ça, c'est pas un choix esthétique à la base, c'est un choix qui découle de la variété et de la richesse de la prise en compte des questions écologiques dans les projets. Bien sûr. Alors, on ne fait pas des projets écologiques pour qu'ils soient colorés, mais quand on fait des projets qui ont l'ambition de s'inscrire dans un effort collectif, notamment à des visées écologiques, il se trouve que très souvent, ils sont extrêmement colorés. Oui. Voilà. Là, il y a un architecte assez connu, et effectivement, qui illustre très bien ce qu'a dit Martine. C'est Hundert Wasser, qui est l'architecte autrichien bien connu, et qui fait des bâtiments. Alors c'est le contraire d'un bâtiment gris, noir, blanc, tout ce que tu as décrié tout à l'heure. Oui, c'est ça. Hundert Wasser, comme certains autres architectes, font des architectures comme des œuvres d'art. C'est très très rare que l'objet lui-même, Gaudi par exemple aussi, fait des architectures à Barcelone, fait des architectures. Donc il y en a un certain nombre. Il en reste peut-être encore aujourd'hui des architectes qui font des architectures comme des œuvres d'art. Peut-être la Fondation Vuitton, vue de loin, de Guéry, quand on la voit comme une sculpture émergente, ce paysage du parc. Un bateau. Ça ressemble plutôt, ça ressemble à une immense et très très jolie sculpture. Donc c'est vrai que ça arrive que l'architecte soit lui-même artiste et produise des œuvres d'art. Mais moi je voulais te poser une question un peu piège à toi, enfin vous deux. En fait, dans les relations artiste-architecte, il y a une autre piste qu'on appelle le 1%. Vous avez sans doute entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'il y a une politique culturelle qui est lancée par le ministère de la Culture depuis très très longtemps. Je crois que ça date depuis environ 1951, quelque chose comme ça, avec Malraux, il me semble. Ça a déjà commencé comme ça. Et l'idée était que chaque construction publique, bâtiment public, devrait consacrer 1% du coût de sa construction à la réalisation d'une œuvre d'art. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Vous vous en rendrez peut-être pas compte, mais il y en a beaucoup ici dans le quartier, des œuvres du 1%. Ça peut être des peintures sur des façades, des sculptures au pied des immeubles. Ça peut être dans des cages d'escalier, dans des entrées. Il y a différentes manières dont les artistes répondent à cette question du 1%. Les artistes, en général, ils sont sélectionnés par une commission de la Direction régionale des affaires culturelles. On lance un petit peu... des résidences aussi. Voilà. Et voilà. Donc la question était, est-ce que dans un de tes bâtiments, trouverais-tu judicieux que Etcha réalise quelque chose? Et si c'était, s'il faisait, on est vraiment dans de la fiction, parce que ça se passe jamais comme ça, c'est jamais l'architecte qui va choisir son artiste, ça passe par des instances de sélection. Mais si on est dans la fiction, il devait intervenir dans un de tes bâtiments, sachant que les artistes peuvent faire des sols, peuvent faire des murs, peuvent poser des sculptures, peuvent mettre des choses lumineuses, peuvent créer des jardins, enfin peuvent intervenir vraiment de façon très diversifiée. Quelle serait la commande que tu lui passerais, ou sur quelle base tu discuterais avec lui d'une intégration de son travail dans ton architecture? Alors, c'est pas une question piège, c'est d'autant moins une question piège. Je suis désolé de te décevoir, Martine. C'est une question dont nous avons parlé, Etcha et moi, il y a moins d'une heure.
Voilà. Parce que en fait, il me faisait la même réflexion en me disant tiens, pour les artistes, ça serait bien le 1%, bon que ça revienne. Alors je lui ai fait remarquer qu'il y avait un certain nombre de bâtiments à Paris qui avaient systématiquement, alors des années plutôt 50-60 jusqu'aux années 70, qui avaient systématiquement une œuvre d'art. Alors soit devant le bâtiment, souvent c'était une fontaine avec une sculpture au milieu de la fontaine, ça pouvait être dans le hall une fresque ou un tableau. Et à cette époque-là, en tout cas moi je l'ai connu suffisamment pour pouvoir l'avoir éprouvé, on était moins dans une ville sécuritaire qu'aujourd'hui. Par exemple, quand moi j'avais 10 ans, j'avais pas de clé. J'habitais à Paris intramuros, il n'y avait pas de clé à la Quand il m'a dit ça, j'ai dit non. C'est vrai, il n'y a pas de clé. C'est ce premier cambriolage dans mi-70 que mes parents ont pris. Mais avant, il y avait juste on ouvrait une targette et puis il y avait une concierge. Mais bon. Ce que je veux dire par là, c'est que l'essentiel des bâtiments à Paris, on pouvait y rentrer dedans. Il n'y avait pas de code, pas de grille, pas de machin. Et souvent, il y avait une œuvre d'art. Ça veut dire que cette ville-là, c'était comme une ville, pas musée, mais une ville dans laquelle un certain nombre d'œuvres d'art se donnaient à voir. Et on pouvait faire un trajet et voir une vingtaine d'œuvres d'art différentes, dont certaines de très très bon niveau. Là, j'ai un voisin qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui a reçu mes étudiants en architecture et qui faisait ça. Il a fait une fresque à la Défense. Il y a un très grand hall du RER et c'est une fresque qui doit faire 40 mètres de long. 40 mètres de long. Michel Deverne, un très bon artiste qui venait plutôt de l'op art, l'optique art. Et d'ailleurs, la petite histoire était incroyable, c'est qu'il a fait visiter sa maison, il a construit lui-même sa maison avec un ami architecte, avec des plans. Il a reçu magnifiquement mes étudiants et il devait les recevoir à nouveau pour une exposition qui lui était consacrée, parce que c'était un homme d'un certain âge, qui était consacré à la mairie, et mes étudiants devaient venir le voir parce que ça les avait beaucoup intéressés. Et nous avons appris dans le journal que ce peintre était mort dans l'incendie de sa maison, parce qu'il avait surchauffé sa maison, on était au mois de février, pour que les étudiants, il craignait que les étudiants y aient froid. Alors j'ai trouvé ça absolument incroyable. Ah ouais. Et ça a vraiment beaucoup marqué, et les étudiants et moi-même. Bien sûr. Un excellent artiste. Bref, la ville était constituée et j'espère qu'on reviendra à une ville. On a toujours des œuvres d'art. Oui, on a toujours, mais il faut pouvoir y accéder. Il faut pouvoir y accéder. Si tu prends, je sais pas moi, l'avenue Matignon à Paris, si c'est pas une galerie, et même si c'est une galerie, je suis pas sûr que tu rentres aussi facilement que ça. Mais la question. Je viens à ta question. C'était juste une petite. Alors, la question est d'autant moins piège que ça m'est déjà arrivé de faire intervenir des artistes dans mes projets. Je vais vous donner un exemple. Ce que ne sait pas Martine, c'est que je fais beaucoup de génie civil, c'est-à-dire des ouvrages d'art, des barrages, des ponts. Et lors d'un concours d'un pont dans une grande ville, le pont devait être très coloré et soumis à une sorte de consultation de la population sur telle option, de telle gamme de couleurs. Et là, c'est vraiment un métier en soi. Moi, je me suis révélé incompétent à ce niveau-là pour pouvoir organiser cette, comment dirais-je, tu parlais de processus en fait, de projet, mais fait par un artiste. Et donc j'ai demandé à un artiste qui est un artiste assez connu, qui s'appelle Lionel Quéclin pour ne pas le citer, de m'aider dans cette tâche-là. Et il a fait, à partir du projet que j'ai réalisé avec lui, il a fait un certain nombre de versions différentes du projet, notamment en fonction de la couleur, mais pas seulement. Soumis à la consultation de la population qui s'y adressait. Voilà. Et j'ai d'autres exemples comme ça, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Et donc c'est évident pour moi que nous devons nous assurer, et je ne sais pas de la démagogie que je dis, nous devons nous assurer le concours des artistes pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, que si on veut intégrer vraiment la question du vivant dans l'architecture, on a besoin de tout le monde et surtout des artistes. La question que je posais, c'était surtout aussi le comment et de quel type de forme. D'accord. Donc tu l'as expliqué. Je veux bien. Tu as quelque chose à répondre ? Dans ce même dialogue, il y a l'association Bellastock qui fait ce genre d'intervention, c'est-à-dire qu'ils font intervenir les habitants du quartier et qui disent voilà pourquoi vous avez un parc. Qu'est-ce que vous voudrez dans le parc qui ferait que vous ayez la vie plus facile. Enfin, je sais pas, je dis comme ça. Donc à un moment donné, ils ont fait un banc. Le banc était un peu surélevé sur un parc et on voyait la scène sur le banc. Donc le banc, il était un peu vraiment en inclinaison. Donc quand on s'asseyait, on voyait vraiment là. Ça, c'est les artistes, enfin les gens qui ont fait ça par rapport à un concept d'un artiste. Après, ils ont été obligés d'enlever le banc parce que c'était un peu dangereux pour les enfants et des choses comme ça. Mais ces interventions-là sont intéressantes parce que c'est les gens du quartier qui savent ce qu'ils veulent en fait. C'est pas des gens qui vont venir, qui sont extérieurs au quartier
qui vont faire les choses, je pense pas. C'est plutôt les gens qui sont imprégnés, comment ils vivent leur vie, qui vont avoir des besoins. Et je pense qu'il faut questionner les gens qui habitent dans les quartiers, qu'il faut qu'on questionne pour savoir comment on peut diffuser notre art, ou voilà, et je pense que c'est ça. Oui, ça c'est très intéressant, cette question-là. Et donc, à propos de la question du 1%, donc aujourd'hui, ce qu'on voit quand même plus se développer, qui est plus visible, ce sont les projets artistiques qui accompagnent la création des grandes infrastructures. Donc vous qui venez ici à l'école, vous avez dû remarquer le long du tram que vous prenez, pour certains, des œuvres d'art ont été réalisées à chacune des stations. Enfin, peut-être que vous ne les remarquez pas, parce que c'est soit des œuvres d'art, ça ressemble à du design, ou ça ressemble... Mais ce sont des artistes qui ont été commandités pour accompagner chacune des stations. Des artistes interviennent aussi dans les grands événements, par exemple la question des Nuits Blanches. Bon, ça vous en entendez parler chaque année. Eh bien, la ville s'organise et organise des parcours à visiter. Généralement, les parcours qui sont choisis sont des parcours sur lesquels il y a des enjeux de projet à l'échelle de la ville. Par exemple, une année, c'était le nord de Paris, vers la porte de la Chapelle, la porte de Clignancourt, etc. Une autre année, c'était le long des quais, au moment où il y a eu le blocage des voies sur berge pour en faire un parcours piéton. C'est là que donc à chaque fois qu'il y a un enjeu très important dans la ville, le thème est pris et l'occasion, lors des Nuits Blanches, de demander à des artistes de jalonner les parcours, et les publics, qui sont donc les citoyens qui se retrouvent dans la ville pendant, ça peut être 24 heures, puisque les Nuits Blanches, ça peut durer 24 heures, déambulent de façon très, très libre, d'œuvres d'art en œuvres d'art, qu'on voit ou qu'on ne voit pas, mais enfin, en tout cas, les artistes sont extrêmement sollicités dans ces interventions de type événementiel. Bon, après ça, ils ont quand même toujours été très très présents dans la ville, et je pense et dans l'architecture également. Bon, il me semble que nous sommes arrivés au bout de notre au bout de notre discussion. Ça fait 1 heure que l'on échange, et voilà pour ma part. On va peut-être effectivement. Est-ce que vous avez quelques réactions, puisque vous avez vu à la fois des œuvres, vous nous avez un petit peu entendu parler. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Je crois qu'il n'a pas besoin de micro. Tu penses ? Parce qu'il y a ça. Ah oui, parce qu'il y a ça. D'accord. C'était à propos du recyclage de ces petits objets du quotidien. Est-ce que c'est un moyen de faire vos œuvres, et vous pourriez représenter des villes, mais aussi toute autre chose ? Ou est-ce que c'est un lien avec la ville plus fort ? Et quel est-il ? Non, j'avoue que non. Parce que les éléments font des bâtiments, en fait. Mais au départ, c'est vrai que le but n'était pas que ça fasse écologique ou quelque chose comme ça, j'avoue vraiment, mais c'est plutôt les éléments qui m'intéressaient qui fassent des bâtiments. Voilà. Mais c'était pas dans une optique d'écologie. C'est après, je me suis aperçu que c'est vrai que c'est recyclage. Tout le monde me disait, mais tu recycles, c'est bien, au moins tu pollues pas. Mais sinon, c'est vrai que c'était pas ça au départ. Donc c'est la ville le thème principal. Et après, c'est ça. C'est ça, les éléments. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure que l'humain était important pour vous, mais depuis récemment, et que vous aimiez bien travailler en plan, voir la ville de haut. Mais est-ce que vous avez déjà eu l'idée de travailler la ville en coupe pour comprendre et pour voir la hauteur en fait des différents bâtiments par rapport à l'homme justement ? Mais on va collaborer parce que c'est intéressant ce que vous dites. Non, mais voilà, quand on fait des choses, après ça se développe en fait. C'est ça qui est intéressant dans l'activité qu'on fait, l'artiste, c'est que. Enfin, moi, c'est vrai que c'est les bâtiments, après je vais peut-être passer à autre chose, je sais pas, mais pour l'instant, mon travail c'est ça, et c'est vrai que peut-être la coupe, ça peut être intéressant aussi. Dans une mesure où il y a une construction, il y a des structures, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, ça peut être intéressant, ça aussi. Ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que la coupe. J'ai regardé la coupe dans les trucs dans les ouvrages d'architecture, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment le bâtiment, comment il est fait. Et chez moi à Poissy, il y a eu un chantier, et j'ai regardé le chantier du début jusqu'à la fin, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Les bases qu'on creuse dans la terre, ça c'est intéressant. Tu sais que si tu habites Poissy, tu as une maison qui est bien connue là-bas. S'il y avait ? Tu sais que habitant Poissy, tu as une maison qui est bien connue là-bas. Ah oui, mais elle va être enlevée, ils sont en train de... Ouais. De la détruire.
Pas de la détruire, mais m'étonnerait, quoi. ils savent pas s'ils vont la garder. Enfin, ils vont la transférer, pardon. Ah bon? Ouais. Parce qu'il y a un mur, le mur, tu parles de la maison d'arrêt. Ah non, 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 non. Ah, La maison du jouet. attends, non, La non, maison c'est du jouet. Alors, est-ce qu'il y a un étudiant qui peut lui dire quelle est la maison qui est connue à Poissy? Ah, le Je Saint-Louis. pense que oui. Le Saint-Louis. Attends. Habitat Savoie. Allez, bah voilà. Ah, l'habitat Savoie, oui. Non, parce qu'à Poissy, c'est quand même riche. Hein. Il y a le roi Saint-Louis qui était là-bas, non? Et à Poissy, j'ai cru entendre aussi qu'ils avaient une politique écologique qui était assez. Enfin, ils réfléchissaient Oui, oui, à oui, de oui, nombreuses oui. questions à ce sujet. Autre intervention. Avant de revenir, c'était plus en complément de ta question, Gabriel. C'était vous recyclez les objets, mais je me pose la question, est-ce que en fait, c'est les objets trouvés qui amènent du coup une perception de la ville, ou c'est en fait à partir de la perception de la ville que du coup vous assemblez ces objets-là en fait? Il faut savoir si finalement c'est ces objets qui vous inspirent par exemple une ville, ou c'est la ville en fait, vous recréez la ville à partir de ces objets trouvés finalement. C'est un mélange. C'est un mélange. Ta question est double parce que c'est vrai que c'est deux trucs en fait. Ça peut m'inspirer comme je prends des éléments, je les mets et ça donne quelque chose, et où je fais tout de suite et les éléments viennent. Mais ouais, c'est pas. Enfin, moi, c'est assez intuitif ce que je fais. C'est pas. Je dis pas, je vais faire une bâtisse. Si je dis, je peux faire Paris et prolonger Paris, mais j'ai pas un concept de dire, je vais faire ça ici, ça. Ça se développe tout seul, ça qui est bien. Enfin, j'aime bien moi. C'est mon imaginaire qui joue et c'est. Voilà. J'ai remarqué sur les tableaux un dégradé de couleurs, une représentation de différents moments de la journée, des saisonnalités. Est-ce qu'il y a cette question de temporalité qui est... Oui, c'est vrai. Parce que la nuit, là, j'aime bien aussi enfin là, il n'y a pas ce tableau-là, je ne l'ai pas apporté encore. Mais il y a un tableau, c'est que la nuit. Ça se passe, Suburban Night, ça s'appelle. Donc, ça se passe que la nuit. La nuit, c'est vrai qu'il y a des lumières qui jouent, les couleurs orangées, j'aime bien ça aussi, les couchers de soleil. Voilà, non, c'est vrai que la couleur joue avec la période du, tout à fait, de la journée ou de l'espace-temps. Mais je peux mettre aussi, et c'est intéressant de regarder, je peux mettre aussi, peut-être pas la nuit et le jour sur le même tableau, mais j'aime bien se jouer un peu sur provoquer un peu ce sens-là. Est-ce que ça vous arrive de revenir sur vos œuvres, comme finalement la ville qui évolue tout le temps? Mais Est-ce ils que sont forts ces étudiants. cette idée d'évolution de la Ah, ville... mais tout à fait, ça, ouais, là, j'ai même pas besoin de répondre à ta question. Non, mais c'est ça, ouais. J'ai même l'idée que si je vends une œuvre, et le client il me dit, ouais, mais il y a un truc qui... Allez reconstruire là-dessus, je réinterviens. Mais bon, ça c'est un peu... Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est ça. Un tableau n'est jamais terminé finalement. Ça, c'est un des grands éléments de la circularité, ça. C'est-à-dire, effectivement, que le processus n'est jamais terminé. Jamais terminé. En fait, il est même jamais commencé et jamais terminé. Tout à si fait. tu arrives à le théoriser Ouais. là-dessus, c'est vraiment comme ça que tu vois... ta réponse, elle indique ça, hein, très clairement. Hein. Ouais. Dans vos représentations de la ville de demain, comment vous considérez la ville ou le territoire dans cette économie circulaire, et aussi par rapport à vos influences dans ces couleurs-là africaines et tout, mon ressenti, et je ne sais pas si c'est ce que vous voulez représenter par là, c'est l'utilisation par exemple de certains éléments recyclés tels que les bouteilles de parfum ou les pièces électroniques donnent un sentiment d'oppression un peu de cette ville. Est-ce le cas pour vous, ou c'est juste mon appréhension? Oui, t'as bien vu, en même temps c'est vrai, parce que c'est les cartes mères, c'est l'industrie, bon, ça pollue beaucoup aussi. Donc ça, oui, ça joue. Et après, les dernières œuvres que j'ai faites, tout est en bois. Enfin, je m'organise ça comme ça. Je dis peut-être... le fait que je fasse des œuvres comme ça, c'est un questionnement. Et après, ce questionnement-là, il peut être aussi réfléchi et dire peut-être la ville n'existera plus sans des trucs électroniques, des choses comme ça, une ville un peu plus saine. Voilà, un peu plus saine. Je pense que, moi, j'appelle mon travail une recherche expérimentale, en fait. C'est une expérimentation artistique que je fais, des recherches, des études pour savoir quelle ville va être plus harmonieuse, on va dire. Voilà, une ville utopique, mais voilà, on essaye de... C'est des recherches, ouais. Beaucoup de recherches. Questionnement, savoir comment la ville va s'organiser. Ouais. Je suis obligée de partir. Ah,
C'est vrai, ça passe vite. Merci à toi. Merci bien. Au revoir. Avez-vous d'autres questions ou interventions? Moi, je me demandais, est-ce que vous diriez que vos œuvres représentent une forme d'économie circulaire ou est-ce qu'elles sont une économie circulaire? Ouais, elle représente. Est-ce que vous utilisez le recyclage et tout? Oui, mais c'est plus sur une représentation. J'ai pas la prétention de dire ça peut évoluer sur un truc pédagogique, tout ça. Non, pas pour l'instant. Après, c'est à l'étape de recherche, comme je disais, d'expérimentation et peut-être savoir un but, mais c'est vrai que oui. Je suis quand même artiste, donc je suis pas quelqu'un qui peut résoudre des problèmes. Peut-être que si. Contribuer à on peut contribuer, voilà. Non, mais plutôt raisonnablement. On peut dire que, à l'échelle où sont tes œuvres, on peut difficilement dire qu'elles s'inscrivent dans une économie circulaire, sauf quand même que tu récupères 3 choses qui normalement finiraient au recyclage ou à la poubelle ou en décharge. Bon, mais c'est vrai que c'est pas à l'échelle des enjeux. En revanche, l'effort de représentation, lui, il est fondamental. J'en veux pour preuve que Martine a eu raison de dire que ce que j'ai pu raconter pendant un semestre est quand même très abstrait. C'est d'ailleurs assez pénible d'évoluer constamment dans l'abstraction. Et l'intérêt des gens comme Etcha, c'est justement d'apporter une image, comme on l'a dit tout à l'heure. Je reviens pas là-dessus. Moi, la question que je me posais, c'est quand vous avez assisté au cours, aviez-vous des images en tête qui revenaient et qui finalement, à partir de 2, 3, 4 images, commençaient à composer votre propre imaginaire, pas seulement sur la question de l'économie circulaire, mais tu parlais de la ville de demain, tu parlais de la ville en Afrique, ou ce genre de choses. Voilà, tous les architectes vivent avec un imaginaire. Il est plus ou moins alimenté, soit par des choses abstraites. Il y a des gens qui sont très mathématiciens, il y a des gens qui voient les maths comme des couleurs. Hein. Il y a quelqu'un qui calculait comme ça à partir de couleurs, calcule des calculs très difficiles en visualisant des couleurs, en lui imposant la question. Ou alors, au contraire, vous le constituez à partir d'images. Et d'assemblage d'images, finalement, un peu comme fait Etcha. Voilà, c'était un peu l'objet. Dans une semaine, on verra un bâtiment énergie positive, qui là est vraiment une représentation et une réalité concrète d'un des constituants de l'économie circulaire, le bâtiment énergie positive. Voilà, mais c'est encore une autre manière d'enrichir et de constituer votre propre, j'allais dire, bréviaire architecturale. C'est ça aussi sur lequel vous allez beaucoup capitaliser au sens noble du terme, c'est-à-dire pas seulement l'accumulation, mais la transformation. En fait, travailler aujourd'hui, c'est pas tellement accumuler, c'est plutôt changer, en fait, parce que le monde change vite. Et voilà. Et c'est là où ça m'a paru intéressant, parce que Etcha est un artiste qui, comme il le dit lui-même, travaille vraiment dans le cycle, que ça soit de la production, il peut revenir chez un client, changer un tableau, et puis avec des choses qu'il trouve à droite, à gauche, et puis aussi il essaie de donner une représentation de ces cycles, de cette temporalité, la question que vous avez posée sur la temporalité. Et c'est là où c'est intéressant, parce que dans une école d'architecture, on a souvent des espèces d'instantanés d'architecture qui sont la maquette, le jour de l'inauguration, ou alors la jolie coupe qui va avec, ou le plan, des choses très belles, hein. Mais c'est souvent une sorte d'instantané. Et chez Etcha, c'est là où il est proche quand même du territoire, et donc des architectes, c'est qu'il arrive à donner une image dynamique de réalité territoriale et urbaine que nous connaissons tous, et on le retrouve dans les boîtes, dans les parfums, de ce genre de la vie quotidienne, en fait, hein. Ça me rappelle beaucoup des artistes américains des années 60, du pop art par exemple, qui travaillaient à partir des objets du quotidien. La fameuse soupe Campbell de Andy Warhol. Ouais, il y a Jasper Johns aussi qui faisait tout à fait. abstractions. Tout à fait. Y a-t-il une autre intervention, question ? Vous avez dit que ça faisait quelques années que vous exposiez et que vous vous intéressiez à l'économie circulaire, mais est-ce que vos clients ils sont intéressés par votre réflexion sur l'économie circulaire, ou alors votre réflexion elle fait partie de votre démarche et les clients ils sont intéressés par le... Non, surtout par le visuel. Par le résultat. Ouais, non, juste pour le visuel. Ouais. En plus, là, c'est un projet vraiment nouveau, hein, l'économie circulaire. Donc, j'ai pas encore. C'est la première exposition sur l'économie circulaire. Après, des œuvres qui sont plus anciennes, hein, ça, c'est une des plus anciennes, je crois, 2012. Donc là, les gens, c'est plutôt la couleur, les formes qui les intéressent. C'est pas le sujet proprement dit. Oui, mais ça pourrait. Ça pourrait maintenant, ça pourrait, ouais.
Moi, il me semble que ça doit être le cas quand même. Je pense qu'on n'achète pas une œuvre d'art de manière fortuite, juste parce que voilà, sinon tu achèterais simplement un pot de couleur rouge. Tu parlais de Klein. Bon, c'est ça. À un moment, Klein a essayé d'apporter une espèce d'expérience ultime de la peinture avec juste un choix univoque d'une teinte, qu'il a breveté d'ailleurs, d'une teinte. La majeure partie du temps, les gens achètent des tableaux parce que évidemment, ils y retrouvent une certaine résonance. Résonance, pourquoi ils ne le savent pas toujours. Et il y en a ceux qui le savent, mais il y a d'autres qui ne le savent pas. C'est instinctif, c'est intuitif. Or, je trouve que ce qu'on entend toute la journée, à la radio, à la télévision, en lisant des livres, sur ces préoccupations de l'humanité, tout simplement. Est-ce qu'on va disparaître ou est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre sur cette planète? Évidemment, l'air de rien, c'est des questions qui, surtout journalièrement, qui sont soulevées et qui sont extrêmement interpellantes, même si tu n'en as pas forcément conscience, mais tu vis quand même avec. Et il y a des gens qui peuvent vouloir faire un acte d'achat d'une peinture parce que tout d'un coup, ça leur envoie un miroir positif de toutes ces questions qui sont souvent des questions sérieuses et donc un petit peu oppressantes. Voilà, personnellement, si moi je devais acquérir une œuvre d'Etcha, c'est justement non pas un soulagement, mais une illustration de ce que j'entends et que je ne suis pas toujours capable de formuler comme chose qui sourde de la réalité. Tu vois ? C'est pas quelque chose qui crie, mais quelque chose qui est au long cours, comme une marée en fait, hein, que tu sens, que tu ressens. Et je pense que c'est probablement la raison pour laquelle on achète des tableaux d'Etcha, il me semble. Hein. Ouais, en général, c'est des coups de cœur. Les gens, ils ont... ça rappelle des choses, ça leur rappelle de l'enfance. Il y a plein de choses qui font ça. Là, par exemple, c'est la rue où j'habitais avant, à Robert-Kampf, donc peut-être qu'il s'achète ça. Le gars qui habite à le 11e, il va avoir ce coup de cœur-là. Après, le projet d'économie circulaire, il pourra peut-être intervenir sur un achat. Ouais. Quand je vais expliquer mon tableau, ouais, les gens pourront être un peu plus percutants sur ça, ouais, sûrement. Et c'est vrai que les volumes comme ça, les gens, c'est pas encore des achats que je fais, ça. C'est plutôt les anciens trucs les anciennes compositions qu'on me vend, qu'on m'achète, mais ça, pas encore. Parce que c'est des installations comme les tableaux, peut-être, parce qu'il y a des cadres et tout ça. Mais les installations, c'est particulier. Hein. Il faut avoir l'espace déjà. Et puis, c'est pas, pour les gens, c'est pas un tableau, quoi. C'est une installation et voilà. Les installations interviendront plus dans un espace comme une école ou chose comme ça, mais pas chez quelqu'un, je pense pas. Comme tu disais, dans une société, dans une compagnie ou dans une entreprise, dans le hall du truc de l'entreprise peut-être, ouais. Mais un particulier, je sais pas s'il achètera un tableau en 3D. C'est la question. Y a-t-il d'autres questions? Non, bah écoute, Etcha, il nous reste à te remercier d'être venu nous exposer toutes ces belles œuvres et puis d'avoir participé à ce débat, de répondre aux questions des étudiants qui donnent encore une fois une belle illustration de ce qu'on a pu dire. Voilà. Si tu ne veux rien ajouter, je clôt le débat. Merci à vos questions, ça m'a permis aussi de me questionner sur ce que je fais. Parce qu'il faut toujours se questionner, un artiste, il fait pas ces trucs, il se questionne tout le temps, je me questionne tout le temps en fait. Ça ne m'arrache pas les cheveux, mais... Apparemment non. Voilà. Merci Etcha. Merci à vous. Merci. Merci.